Dans la section myologie, il y a une foule de choses qu'on pourrait retrouver, notamment la composition du muscle, les détails sur la façon de contracter le muscle et ce qui influence la contraction ou la force de contraction du muscle. Toutefois, dans le cadre de cette présentation, on va s'attarder davantage au mouvement. Pour faire l'analyse de mouvement, il est important de comprendre les différentes positions et les mouvements. Donc, on va présenter les mouvements principaux d'abord et des mouvements un peu plus spécifiques un peu plus tard. Commençons par la flexion et l'extension. Les mouvements de flexion et d'extension sont des mouvements qui se produisent dans le plan sagittal et autour de l'axe médiolatéral ou transversal. On utilise les termes flexion et extension autant pour le squelette axial que le squelette appendiculaire. Les exemples qui sont présentés à l'écran sont d'abord la flexion et l'extension à l'épaule. Pour la flexion à l'épaule, on remarque qu'il s'agit de déplacer le bras vers l'avant et vers le haut. Pour l'extension à l'épaule, c'est le retour à la position anatomique ou encore le déplacement du segment bras vers l'arrière. Dans certains cas, pour préciser qu'on dépasse l'axe du corps, on appellera l'extension, on donnera le nom d'hyperextension. Ça nous indique qu'on dépasse le tronc, qu'on dépasse l'axe du corps. Un autre exemple, c'est la flexion au genou, donc déplacement du segment jambe vers l'arrière et le haut, tandis que l'extension de la jambe au genou, c'est le retour à la position anatomique. On retrouve aussi l'extension et la flexion au tronc. Alors, le déplacement du tronc vers l'avant et le bas correspond à une flexion du tronc, tandis que le fait de partir de la position anatomique et de se rendre vers l'arrière sera l'extension ou l'hyperextension. Le retour de la position de flexion à la position anatomique est également considéré comme une extension. Les mouvements de flexion latérale vers la gauche ou vers la droite sont réservés au squelette axial. Donc, on a ici un exemple de flexion latérale vers la gauche et de flexion latérale vers la droite. Ces mouvements se font dans le plan frontal ou coronal et autour de l'axe antéro-postérieur ou sagittal. Il en va de même pour l'abduction et l'adduction. Les termes étant très proches phonétiquement, je dirais abduction et adduction pour faire la distinction entre les deux. L'abduction correspond à lever le bras sur le côté et vers le haut, et l'adduction est le retour à la position anatomique. Un petit truc pour le retenir, certains vont dire que le segment bras ou le membre supérieur abandonne le corps lorsqu'il fait une abduction et s'additionne au corps lorsqu'il fait une adduction. Maintenant, les rotations interne-externe ou gauche-droite. La rotation gauche-droite est associée au squelette axial. On a un exemple ici, rotation de la tête. On aurait le même principe au tronc. Alors, lorsqu'on utilise le terme rotation pour la tête, on précise de quel côté la tête fait sa rotation. Donc, on aurait ici une image ici qui indique une rotation vers la droite, tandis qu'ici, c'est une rotation vers la gauche. On peut aussi utiliser le terme rotation pour le squelette appendiculaire. L'exemple qu'on a ici, c'est la rotation latérale ou externe de la cuisse, ou encore la rotation médiale ou interne de la cuisse. Les rotations se font dans le plan transverse ou horizontal et autour de l'axe longitudinal. Le mouvement de circumduction est un mouvement multiplan. Multiplan dans la mesure où il combine plusieurs actions, donc plusieurs plans. Il combine la flexion, l'extension, l'abduction et la déduction. Comme la flexion et l'extension se font dans le plan sagittal et que l'AB et adduction se font dans le plan frontal, il y aura une combinaison de ces deux plans. De la même façon, on utilisera les deux axes, soit l'axe antéro-postérieur et l'axe médiolatéral. La circumduction, elle est réservée au squelette appendiculaire
et plus spécifiquement aux articulations qui sont capables de faire la flexion, l'extension, l'AB et l'AD. Mouvement plus spécifique cette fois, donc mouvement à l'omoplate. D'abord l'élévation et l'abaissement. On retrouve ici à gauche l'illustration de l'élévation de l'omoplate lorsqu'elle part de la position neutre et dans son ensemble s'élève. On va parler de l'abaissement lorsqu'elle retourne vers la position neutre. Toujours pour l'omoplate, on a l'abduction, qui est l'équivalent de la protraction, et on a l'AD, donc adduction, qui est l'équivalent de la rétraction. La protraction ou abduction correspond au fait que l'omoplate glisse vers l'extérieur, donc abandonne, si on reprend le même truc que tout à l'heure, abandonne le centre du corps. Alors, abduction, glissement de l'omoplate vers l'extérieur. La déduction, glissement de l'omoplate vers la colonne vertébrale. Ici, la flèche illustre l'abduction. Pour illustrer l'AD, il faudrait avoir une flèche dans l'autre sens. Finalement, les mouvements de rotation supérieure et inférieure. Vous avez ici l'illustration de la rotation supérieure. On peut observer l'acromion qui s'élève. Donc, on a un axe de rotation ici. L'omoplate tourne autour de cet axe de rotation et l'acromion s'élève. On parle de rotation supérieure. Lorsque on a un retour à la position neutre, l'acromion redescend et on aura une rotation inférieure. Pour les mouvements de pronation et supination, on aura ici un mouvement qui est plus spécifique et qui appartient aux os de l'avant-bras. On les retrouve aussi, pronation et supination, dans le membre inférieur, au niveau de la cheville et du pied, mais on y reviendra justement quand on approfondira le membre inférieur ou l'extrémité inférieure. Ici, nous avons donc la pronation et la supination du membre supérieur, donc des deux os de l'avant-bras. Lorsque on est en position anatomique, on avait mentionné que la paume de la main devait faire face à l'avant. C'est exactement cette position qui correspond à la supination de l'avant-bras. Remarquez que les deux os de l'avant-bras sont parallèles. Lorsqu'on fait une pronation, on envoie la paume de la main vers l'arrière et les deux os de l'avant-bras se croisent. Un truc que je pourrais donner pour se souvenir de la supination et de la pronation est illustré ici à droite. Lorsqu'on est en supination, on supporte un objet. Lorsqu'on est en pronation, on prend un objet. Donc, les os de l'avant-bras parallèles et les paumes des mains vers l'avant, supination, nous permettent de supporter un objet. Les os de l'avant-bras croisés et les paumes des mains vers le bas ou vers l'arrière, on est en pronation et nous permet de prendre un objet. Nous allons maintenant aborder les principes de myologie. Et on va se rendre un peu plus spécifiquement dans les rôles des muscles dans la réalisation des actions, des mouvements. Donc, quelques informations d'ordre général. D'abord, lorsqu'on parle d'un muscle, lorsqu'un muscle s'active, il se contracte. Il a la possibilité de se contracter et de se relâcher. Le muscle se contracte s'il est stimulé. Il va être stimulé par un influx nerveux. Le muscle est capable de tirer ou de retenir, mais il n'est pas capable de pousser. Ce que ça signifie, c'est qu'il va rapprocher son origine de son insertion, donc il va tirer son insertion vers son origine, mais il ne pourra pas repousser son insertion loin de son origine. Maintenant, je vais vous expliquer l'origine et l'insertion. Donc, depuis le début de la session, vous identifiez des origines et des insertions sans trop savoir de quoi il s'agit. Alors, l'origine, c'est la partie du muscle qui s'attache sur l'os qui reste stable. Tandis que l'insertion, c'est la partie du muscle qui s'attache sur le segment osseux qui sera déplacé lors du mouvement.
Laissez-moi vous présenter une animation qui pourrait peut-être vous aider à bien saisir. Alors ici, on a le triceps et le biceps. On va se concentrer sur le biceps. Alors, 2 points d'attache majeurs, une attache proximale sur l'omoplate et une attache distale sur le radius. On va dire que la portion qui s'attache sur l'omoplate, c'est l'origine, puisque lors de la contraction du biceps, cette structure va demeurer stable. Donc, l'insertion se retrouve sur l'avant-bras, plus spécifiquement sur le radius, parce que lorsqu'il y aura une contraction du biceps, c'est l'avant-bras qui va se déplacer, donc c'est le segment osseux qui sera mobile. Donc, je répète, origine, os stable, et insertion, os mobile, ou os qui se déplace. Voici l'animation. Alors, la partie de l'omoplate est restée stable, tandis que la partie du radius ou de l'avant-bras s'est déplacée. Origine sur l'omoplate, insertion sur le radius. Finalement, un autre principe important de myologie, le muscle travaille avec ou contre la gravité, donc vous devez tenir compte de la gravité dans votre évaluation, dans votre analyse de mouvement. Il arrive qu'on utilise la gravité pour être plus efficace. C'est le cas d'un smash, par exemple, ou d'un dribble, où est-ce que lorsqu'on pousse vers le sol, on utilise la gravité pour rendre notre action plus efficace. Et lorsqu'on travaille contre la gravité, c'est que la gravité aurait tendance à nous amener, par exemple, vers le sol trop rapidement, que nous, on veut travailler dans le sens contraire, ou encore on veut travailler dans le même sens que la gravité, mais on veut se retenir. Donc, on travaille contre la gravité qui voudrait nous amener au sol plus rapidement. D'autres principes de myologie, un muscle n'agit jamais seul. Donc, on va préciser ici les différentes actions ou les différents rôles spécifiques des muscles lors de la réalisation d'un geste, d'une action. On parle d'un muscle agoniste lorsque celui-ci se contracte pour effectuer l'action principale. Si je reviens avec l'animation, le biceps, lorsque l'avant-bras s'élève, lorsque l'avant-bras fait une flexion, le biceps est l'agoniste. Alors, muscle qui se contracte pour faire l'action principale. Il existe des assistants agonistes. On n'entrera pas là-dedans dans nos analyses de mouvement. Sachez cependant que ce sont des muscles agonistes, mais qui ont une action un petit peu moins importante que l'agoniste. On a les antagonistes. Donc, un antagoniste, par définition, c'est un muscle qui se relâche pour permettre l'action de l'agoniste. Si on revient avec l'animation, lorsque le biceps va se contracter pour faire lever l'avant-bras, le triceps va se relâcher pour permettre l'action du biceps. Alors, juste pour la partie où est-ce que l'avant-bras s'élève. Alors, remarquez le triceps, lorsque l'avant-bras s'élève, ça sera indiqué que le triceps est relâché. Donc, au moment où il est relâché, il agit comme antagoniste. Donc, muscle qui aurait l'opportunité, qui aurait la possibilité de se contracter, mais qui se relâche pour permettre à l'agoniste de faire son travail. Il existe aussi des stabilisateurs. Donc, un stabilisateur, c'est un muscle qui se contracte pour bloquer des actions non désirées faites par l'agoniste. Alors, lorsque l'agoniste se contracte, il fait tout ce qu'il peut faire. Donc, il va faire les actions principales, mais il se peut qu'il fasse des actions qu'on ne veut pas avoir. Le stabilisateur servira à bloquer ces actions non désirées. Deux options pour les stabilisateurs. Soit il sera neutralisateur, soit il sera fixateur. On y reviendra un peu plus tard quand on approfondira l'analyse de mouvement. Pour l'instant, on va s'arrêter ici.